Bonjour à tous et bienvenue en Normandie pour un tout nouveau numéro de Dimanche en politique en cette rentrée. Cette semaine consacrée à la planification écologique. Le gouvernement devait nous annoncer dans les jours à venir les décisions prises pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il faudra encore attendre pour connaître en détail les mesures choisies par Emmanuel Macron. Quelques pistes tout de même émergent depuis la parution d'un rapport qui dresse un plan jugé très ambitieux et chiffré à 66 milliards d'euros. Alors, quels secteurs seront concernés? La France a-t-elle les moyens de ses ambitions? Et surtout, comment seront impactés les Français, citoyens, entreprises et territoires? On se pose toutes ces questions ce matin dans Dimanche en politique en Normandie en compagnie de nos invités. À commencer par Damien Adam, député Renaissance de la Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. En face de vous, David Cormand, député européen Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Guillaume Coutet, maire PS, qui a depuis longtemps choisi de favoriser la préservation de l'environnement dans sa commune de Malonnet, est également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et puis, il est en duplex depuis nos studios de Caen. Frédéric Lemarchand, professeur de sociologie à l'université, est également avec nous ce matin. Bonjour à vous et merci. Bonjour. Avant de s'attaquer aux pistes, justement, très concrètes de ce plan de transition écologique, je voudrais vous poser une question. Annoncé début juillet, il a été reporté en raison des émeutes, on le sait, liées à la mort d'un jeune tué par un policier, c'était le 27 juin dernier à Nanterre. Il devait être annoncé dans les jours à venir. Je vous regarde, Damien Adam, parce que cette question, elle va être pour vous, vous vous en doutez. Et on apprend il y a quelques jours que ce plan est encore repoussé. On sait qu'il faut faire vite. On sait qu'on n'a plus le choix. Est-ce que il faut encore attendre? Est-ce que la transition écologique reste la priorité de ce gouvernement? C'est évidemment une priorité qui est conservée. Il faut bien avoir à l'esprit que pendant un an, le secrétariat général à la planification écologique a travaillé sur ce plan d'action qui a déjà été annoncé le 12 juillet dernier aux parties prenantes et qui va faire l'objet de discussions avec les différents partis politiques dès lundi de la semaine prochaine. Et avant la fin du mois de septembre, les informations que j'ai à ma disposition, il y aurait une annonce dans un conseil des ministres spécial planification écologique de l'intégralité du plan, parce que les mesures en tant que telles, elles sont déjà sur la table. C'est surtout la partie financement, la partie ensuite association des collectivités locales. Il y a des arbitrages encore qui restent à faire. Il y a évidemment des arbitrages et je vais vous dire, de toute façon, le plan il ne sera pas conclusif en 2023 jusqu'en 2050. Il y aura bien des ajustements à faire régulièrement pour suivre la tendance, parce qu'il y a des endroits où on sera en avance, d'autres on sera en retard. Il faudra ajuster chaque année ou régulièrement ce plan. Mais c'est important d'avoir un plan pour savoir si on est par rapport à la dynamique dans la démarche ou pas. Parce que là, il y a de l'impatience. Clairement, il faut aller vite. Maintenant, il y a urgence. Il y a urgence, mais je voudrais quand même mettre en avant le fait que depuis 1990, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre de la France de 25%. Donc on a mis 30 ans pour faire la moitié du chemin, puisqu'on doit atteindre 50% en 2030. Et donc nous n'avons que 10 ans pour faire autant que ce qu'on a fait en 30 ans. Donc c'est sûr qu'il faut accélérer, mais on est en capacité de le faire. On renforce les moyens, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, le secteur privé également. Et tous ensemble, nous allons pouvoir réussir à mener à bien cette transition. Alors parlons-en concrètement, si vous le voulez bien. France Nation Verte, c'est donc le programme voulu par le gouvernement. Objectif, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Ambitieux, donc pour y parvenir. 60 milliards d'euros mis sur la table en 2024 pour agir dans plein de secteurs. Industrie, énergie, transport, logement, agriculture. On va les voir à l'écran au fur et à mesure de cette... On ne pourra pas tout détailler ce matin, soyons très réalistes. On va s'intéresser à ce qui concerne le plus au quotidien les Français. Et si vous le voulez bien, on va commencer par les transports. Plusieurs pistes sont sur la table. Parmi les solutions, parvenir à 66% de voitures électriques dans 7 ans. On est, vous le voyez, à 15% aujourd'hui. Question simple, concrètement, comment on fait? Parce qu'acheter une voiture électrique, ça coûte cher, très cher. Même s'il y a des aides aujourd'hui, ça ne suffit pas pour les gens. Première réponse, et puis après, on en discute tous ensemble. Alors là-dessus, il est évident qu'on a besoin d'accompagnement d'argent public. Pour faire en sorte que les industriels mettent à jour leurs usines et construisent des véhicules électriques en Europe et particulièrement en France. Et ça, c'est un plan d'action qu'on a mis en œuvre. Et également dans l'accompagnement des ménages. Donc on a mis en place la prime à la conversion et le bonus écologique et qui permettent jusqu'à 12 000 euros par ménage en fonction de la catégorie du ménage d'un accompagnement très fort financier. On estime que le véhicule électrique devrait atteindre le même prix que les véhicules thermiques d'ici 2025-2026. Parce que là, ils sont beaucoup plus élevés quand même. Ils sont en moyenne 20 à 25% plus chers qu'un véhicule thermique, même s'il faut intégrer dans le coût global du véhicule
le carburant. Faut savoir que l'électricité qu'on met dans un véhicule électrique est en moyenne 10 fois moins chère que l'équivalent du carburant. Et c'était avant qu'on ait les prix qui soient quasiment à 2 € sur les carburants. Mais ça reste toujours compliqué. Sur une voiture à 20 000 €, il reste encore 8 000 € à financer. Plein de Français aujourd'hui qui ont du mal à manger ne peuvent pas se permettre en fait d'investir ça. Guillaume Coutet. Mais en fait, effectivement, l'exemple de la voiture électrique, c'est le bon exemple des gros enjeux sur ces annonces du gouvernement. Il ne faut pas se contenter d'une planification écologique. Il faut que la planification qui va nous être présentée soit écologique et sociale. Parce que l'enjeu, justement, la voiture, le logement, il y a un énorme enjeu en matière de financement pour les Français, notamment les classes moyennes. Parce que certes, il y a un certain nombre d'aides, sauf qu'on le voit aujourd'hui, sur la voiture électrique, c'est pas suffisant. Avec en plus le fait que les constructeurs aujourd'hui construisent des grosses voitures électriques. Tout à fait. Il y a un vrai enjeu aussi pour avoir des modèles qui soient davantage adaptés. Donc au-delà du prix de la voiture, il y a tout l'enjeu du modèle industriel qu'il faut intégralement remettre à plat. David Corban, je voudrais vous entendre sur cette question. Comment on fait concrètement pour que les Français passent à l'électrique? Et est-ce que c'est l'idéal d'ailleurs? Est-ce que c'est la solution miracle, l'électrique? C'est le problème, c'est l'angle mort de tous les débats. Et vous savez qu'on a eu au niveau européen avec ce qu'on a appelé le plan vert ou le Green Deal en mot français, où il y a eu plus de 30 textes votés au niveau européen depuis 4 ans pour essayer de faire une transition écologique. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour être dans les clous de l'accord de Paris, vous savez, c'était l'accord qui avait été conclu en 2015, c'est-à-dire pour rester en deçà des 1,5 degré, parce que quand on parle y compris de questions sociales, en fait, le sujet, c'est pas seulement de se dire il faut des mesures sociales qui accompagnent les mesures écologiques. Moi, je mettrais les choses dans l'autre sens. C'est qu'il n'y aura pas de société juste sans lutte contre le changement climatique. Mais on l'a vu cet été. On le voit en Libye. On le voit partout dans le monde. Et donc, en fait, l'enjeu premier, c'est la sobriété. Et donc, moi, je me méfie quand même d'une logique qui serait de dire on va substituer le parc automobile thermique actuel par un parc automobile équivalent électrique. Ça ne marchera pas. Il ne faut pas mentir aux gens, ça ne marchera pas. Et Guillaume Coutet a raison d'insister sur la taille des véhicules. Regardez les Tesla ou les SUV. C'est hallucinant d'autoriser, de faire des véhicules qu'on présente comme étant écologiques qui pèsent 1,8 tonne, 2 tonnes, 2,5 tonnes. On est où? Il n'y a aucun modèle écologique où une personne qui pèse en moyenne, je vais dire 80 kilos pour fâcher personne, se déplace tout seul dans un véhicule qui pèse 2 tonnes. Ça ne marchera pas. Ça veut dire que ce n'est pas un changement écologique, c'est un changement économique alors. Si on veut parler de transport, si on veut parler de mobilité, le premier enjeu politique majeur pour les décideurs, c'est de remplacer le plus que l'on peut, et on ne le fera pas en une seule journée, mais le remplacement le plus que l'on peut des transports individuels, motorisés, quels qu'ils soient, au transport collectif. Non seulement c'est la seule solution pour que ça soit viable écologiquement, et c'est beaucoup moins cher. Ils misent beaucoup sur le covoiturage également. Ils investissent beaucoup sur le covoiturage, et moi, ça me semble complètement utopique. Alors non, mais je pense que c'est important de repartir des masses, parce que les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, c'est 30% de nos émissions en France. Il y en a la moitié de ces 30% qui sont uniquement liés à la voiture individuelle. Et dans le package de solutions, il y a évidemment le covoiturage qui est un élément très important. Il y a la sobriété, donc ne pas voyager parce qu'on peut faire du télétravail, parce qu'on peut aussi prendre d'autres moyens de locomotion, c'est-à-dire marcher ou prendre le vélo ou prendre les transports en commun. Et on a pas mal de choses qui sont en train de développer là-dessus. Mais on sait que malgré tout, on devra agir sur le véhicule. Donc effectivement, avoir des véhicules plus légers, plus efficients en termes de qualité de ce qu'on appelle le CX dans le domaine automobile. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Corban, parce que les véhicules les plus efficaces, justement aujourd'hui, ce sont les véhicules Tesla. Même s'ils sont gros, mais ils sont assez légers et surtout ils ont une très bonne. C'est les meilleurs du marché en termes de capacité d'autonomie. On va faire de la pub sur Tesla. C'est Renault qui va être content de vous entendre, monsieur. Mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, Renault, ils sont en train de développer fortement les nouveaux véhicules et sur les derniers véhicules qu'ils ont annoncés, justement, ils baissent, ils améliorent l'efficacité. Prix hors de prix quand même. Non, mais encore une fois, Madame Tout le monde ne pourra pas s'acheter une Tesla si on en reparle une troisième fois. De toute façon, notre parc automobile en France, et c'est fort heureusement, parce que les Français ont fait des bons choix depuis des années, on a des véhicules qui sont plus légers que chez nos voisins, notamment les Allemands ou les Belges ou les Italiens. Et donc, on a des véhicules qui sont plus légers, on a plus de 208. Par rapport aux véhicules qu'on avait il y a 30 ans, leur poids augmente en France, monsieur. Vous avez raison, ça fait quand on compare le marché français aux autres pays européens, on a plus de véhicules dits du segment B. Les autres qu'on est bien, monsieur Adam. Mais très bien, mais sauf que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, on développe justement la capacité de production des véhicules de ce segment B, donc les 208, les Zoé, les Clio, pour que ce soit fait
en France. Et nous, on s'est beaucoup battu pour ça. Et la future R5 qui va remplacer, grosso modo, la Zoé et la Clio, sera fabriquée en France, avec un prix qui sera de 25 000 €. C'est encore un peu plus cher qu'un véhicule thermique, voilà. Alors, mais c'est pour ça c'est ce que j'allais vous demander, en fait, concrètement, comment on fait pour l'acheter aussi. Écologique, et que le gouvernement a annoncé que l'année prochaine, le bonus écologique serait renforcé. Il est aujourd'hui de 7 000 € pour les ménages les plus modestes et 5 000 € pour tous. Il sera l'année prochaine passé à au moins 8 000 € pour les ménages modestes. Et en parallèle de ça, nous développons pour les ménages les plus précaires qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer au travail, le fameux leasing social, donc une offre de véhicules neufs en location longue durée à 100 € par mois. Et quand on regarde le coût moyen pour un ménage modeste du véhicule sur une année pleine, ça correspond à peu près à ce montant de 100 € si on intègre l'acquisition du véhicule lissé sur la période, plus les carburants, parce que, encore une fois, quand vous rechargez chez vous votre véhicule électrique, ça coûte 10 fois moins cher que de faire le plein à la station essence. Mais l'exemple en fait là, que vous donnez sur la voiture, on est bien sur un débat d'urbain. L'enjeu aujourd'hui du recours à la voiture, c'est tous ceux qui sont en périphérie, dans les zones rurales. Je suis conseiller départemental par ailleurs, et je le vois sur un certain nombre de communes du canton. Aujourd'hui, oui, il y a la ligne de transport scolaire. Mais en dehors de la ligne de transport scolaire, pour que les lycéens puissent aller, j'ai un exemple en tête, de Carville-la-Faultière à la médiathèque d'Yvetot, dans la journée, il n'y a pas de bus. L'enjeu, avant de dire aux parents d'acheter la voiture électrique, c'est qu'on, comme le disait David Cormand à l'instant, c'est qu'on massifie les transports en commun et qu'on regarde pour irriguer davantage. Aujourd'hui, la difficulté, si je prends l'exemple de la métropole de Rouen, où on a un réseau de transports en commun relativement dense, avec un découpage géographique qui fait que on a des bus qui passent sur le territoire de la communauté de communes d'à côté, Interco-Vexin, mais qui ne s'arrêtent pas. Parce qu'on a ces découpages administratifs aussi sur lesquels il faut qu'on puisse revenir sur un certain nombre. Les choses, en fait. Complètement. C'est pour ça qu'on a doté il faut les faire régions attention de coordination sur les sujets de transport. Il faut faire attention aussi à l'argent, parce qu'y compris pas les aides à l'achat de véhicules électriques dont parle M. Adam, c'est de l'argent qui vient de quelque part. Oui, voilà, on va en reparler donc, après. En fait, il y a aussi un choix stratégique de deux ordres. Où on met l'argent disponible pour vraiment que les gens gagnent en pouvoir d'achat, et qui paye. Et c'est l'autre volet dont M. Pisani-Ferry, parce que vous parliez a beaucoup parlé, et sur lequel le gouvernement... C'est le rapport dont je parlais tout à l'heure. Et M. Le Maire a un problème, le gouvernement que vous soutenez, sur qui va payer tout ça. Et au niveau européen, on a les mêmes blocages. Sur la fiscalité juste. Parce que quand on parle de transition de modèle, la question politique fondamentale, mais comme toujours, c'est qui va le payer ? Est-ce que c'est les plus riches qui vont payer ou est-ce que c'est une fiscalité qui va peser notamment sur les contribuables captifs? Moi, je voudrais qu'on parle aussi, avant de donner la parole à Monsieur Le Marchand, qui est avec nous toujours depuis quand, d'un autre thème important aussi pour tout le monde, le logement. Parmi les objectifs listés, remplacer 75% des chaudières au fioul d'ici 2030. 2030, c'est dans 7 ans. Ça nécessite une politique extrêmement puissante, disait le rapport justement Pisani-Ferry. On est encore loin du compte aujourd'hui. Clairement, Guillaume Coutet, est-ce que l'objectif, on sait qu'il est nécessaire, mais est-ce qu'il est envisageable 75% des chaudières au fioul? Est-ce que ça vous paraît réalisable? Vous qui avez beaucoup travaillé à Malonnet sur les économies d'énergie et la production. Il est réalisable si on met en place en parallèle des mesures de simplification. Aujourd'hui, pour un ménage qui veut faire une opération de réhabilitation de son logement, au-delà du prix, j'y reviendrai, il faut s'adresser encore à trop de guichets différents pour avoir l'aide de son intercommunalité, l'aide du département, l'aide de la région. On sait qu'il y a un truc qui s'appelle MaPrimeRénov'. Oui, mais on a le point d'entrée des espaces France Rénov'. Ça n'empêche pas qu'il faut malgré tout encore faire plusieurs dossiers. Sur les enjeux de réhabilitation thermique des logements, aujourd'hui, on le voit, on est en pleine crise inflationniste. Pour pouvoir atteindre des objectifs de réhabilitation des logements, on doit viser le niveau BBC, basse consommation. Aujourd'hui, grosso modo, c'est 80 à 90 000 € de travaux sur un logement. C'est inatteignable pour les classes moyennes. Aujourd'hui, les classes moyennes, quand bien même il y a MaPrimeRénov' et quelques aides, notamment du département de Seine-Maritime, où on a augmenté les plafonds, le taux de subvention est que de 20 à 25%. Sur les très modestes, on arrive à mobiliser 80% de financement extérieur. Mais 20 à 25% de 90 000 €, là, il y a un vrai gap à franchir si on veut atteindre ces objectifs. Ces objectifs de réhabilitation du logement, ça fait des années qu'on les écrit. Sauf qu'il faut voir les mesures très concrètes. Et là, l'enjeu, c'est vraiment, je pense, la territorialisation des moyens. On peut avoir les meilleurs objectifs à l'échelle nationale. On va confier aux régions un certain nombre d'orientations.
Réussir la transition, c'est au plus près des habitants pour aussi avoir des mesures d'accompagnement, de pédagogie et surtout le service public sur la réhabilitation des logements. On voit depuis ces dernières années se multiplier des arnaques. Là, il y a un fort enjeu pour que ce soit le service public, le tiers de confiance publique qui puisse porter auprès des habitants cet accompagnement incontournable. Et là, dans ce cas-là, on va réussir à atteindre ces objectifs. Et ce, de manière équitable. Je voudrais justement en parler avec Frédéric Lemarchand. Toutes ces mesures, si elles sont choisies, elles vont dans le bon sens, oui, d'accord, mais elles posent aussi une autre problématique. Frédéric Lemarchand, vous êtes sociologue, je le rappelle, celle de l'égalité aussi entre les territoires, entre urbains et ruraux, entre les citoyens également. Oui, alors en 15 minutes, il est vrai qu'on a abordé énormément de questions, en fait, qui sont des questions à la fois sociales, politiques et écologiques. Elles sont toutes liées. Moi, je dirais il y a une question fondamentale qui est celle du modèle de société et des styles de vie que l'on veut ou pas maintenir. Et dans ce plan tel qu'il s'annonce, on peut saluer d'ailleurs peut-être le retour d'une forme d'investissement de l'État dans des affaires qui sont d'une gravité aujourd'hui extrême. Je pense que ces questions-là ne seront pas traitées que par le haut et de manière descendante. C'est-à-dire que l'implication des citoyens dans les territoires, tel que j'ai regardé le document qui prépare un petit peu le plan qui va donc se dérouler, me semble oublier un petit peu cette participation essentielle des territoires qui fait partie justement des conditions de rétablissement d'une forme de, non pas d'égalité, mais effectivement d'équité et de justice sociale. Donc à partir de là, j'entendais tout à l'heure par exemple évidemment la question est-ce qu'on pilote la transition par l'individu, par le marché en disant consommer, acheter une voiture électrique, ou est-ce qu'on réfléchit plutôt avec les collectivités et les territoires à mettre en œuvre des modalités de l'intermodalité dans les transports ou des formes d'implication dans des transports en commun, etc. Des formes aussi de développement de coopératives ou d'énergie coopérative. Toutes ces solutions sont testées en Europe, ça et là, elles existent. Et il me semble que ce plan tel qu'il s'annonce, en tout cas, voit les choses de manière assez... Comme on l'a fait, au fond, au sortir de la guerre, de manière très verticale et descendante. Et je pense que pour réussir cette transition, qui est une transition qui va toucher, encore une fois, chacun dans sa manière de travailler, par exemple, de se déplacer, avec un enjeu qui est simple, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à développer une nation riche et verte à la fois. Il faudra faire mieux avec moins, d'une certaine manière, beaucoup moins. C'est d'impliquer les citoyens à travers des activités qui peuvent être de Living Lab ou des activités participatives locales dans la construction, en tout cas, des solutions de transition. Donc, vous voyez, la question, elle est à la fois économique, écologique et politique, et je pense qu'on ne peut pas séparer ces trois domaines et les traiter indépendamment les uns des autres. Tout à fait, c'est pour ça qu'elle est intéressante, et l'adhésion des Français à cet effort aussi en dépend. Moi, je voulais donner juste deux projections comme ça qui m'ont marqué en regardant le rapport justement des économistes Pisani-Ferry et Mahfouz. Le taux d'effort de ce plan de transition coûterait, écoutez bien, aux classes populaires 148% de leurs revenus annuels et 82% aux classes moyennes. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour y arriver, quoi ? Parce que ça paraît impossible en fait. C'est pour ça que je vous parlais de la question de qui paye, de la fiscalité juste sur laquelle a insisté Pisani-Ferry. 30 milliards de l'État, 30 milliards du privé. Non, mais a priori, pour ça. Déjà, les 30 milliards... On est à 75 milliards d'euros, entreprises et ménages. Sur 2024, pardon. Après, 30 milliards d'argent frais, c'est-à-dire d'argent public, moi ça me paraît plutôt faible, c'est les fourchettes quand on réfléchit au niveau européen des projections. Je parle d'argent public, c'est plutôt peu. Et là, on a une projection que pour 2024, ce que dit, si je ne me trompe pas, le plan Pisani-Ferry, ce qu'on a pu voir comme autre plan au niveau européen, c'est évidemment sur 10, 15, 20 ans qu'il faut se projeter. Donc c'est tous les ans qu'il faut. Et donc là, la question de comment on finance est quelque chose de fondamental. Il y a une hypothèse qui est sortie du rapport. Oui, de plus fiscaliser les plus riches. Et Pisani-Ferry, qui est très intelligent, mais qui est quand même pas le plus révolutionnaire de la bande, avance à pas de loup sur 5 milliards. En fait, c'est pas du tout ces volumes-là qu'il faut envisager. Pendant la crise écologique, sociale que nous traversons, vous avez une concentration des richesses qui se font, et ne pas interroger cette façon dont les plus-values que génère notre modèle de société tel qu'il est aujourd'hui, savoir comment on les capte pour financer la transition, est une question politique
majeur. Et quand on parle de la participation citoyenne, qui est aussi une façon de parler de l'acceptabilité par les citoyennes et les citoyens de cet des changements effort qu'on propose, ouais. Mettre de côté la question de la fiscalité juste est une folie. Parce que ça ne sera pas possible de le faire. Et donc on va même commencer à raconter, au niveau européen, on commence à le voir, que toutes ces histoires de transition écologique, c'est bien gentil, mais ça coûte aux plus pauvres. Non, ça coûte aux plus pauvres si on décide que ça coûte aux plus pauvres. Et là, vous avez, c'est vieux comme la politique. Savoir, quand on veut faire des changements pour les gens, qui les finance. Et donc là, on revient sur des différences, des bonnes vieilles différences, dont on peut penser ce qu'on veut, mais c'est pas du en même temps, là. Et donc aujourd'hui, méfiance, parce que le fait de faire peser sur des gens qui souffrent déjà en première ligne du changement climatique, de la crise économique et sociale, et en plus s'appuyer sur eux, parce que c'est eux les contribuables captifs. Eux, ils peuvent pas aller faire le plein de diesel en Suisse, en Chine ou je sais pas quoi. Ils peuvent pas délocaliser leur argent. C'est les contribuables captifs. Et continuer à vouloir faire peser sur eux la charge de l'effort, ça marchera pas. C'est impossible que ça fonctionne. Moi, je voudrais justement que vous répondiez. Il y avait une hypothèse, on en parlait, 10% des plus riches qui pourraient éventuellement financer l'effort comme ça, en one shot, en une fois, donc pas une taxe, pas un impôt, que ce soit pas récurrent. Emmanuel Macron, il a balayé l'hypothèse. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense que nous avons une stratégie fiscale depuis 5 ans qui montre des effets. Je voudrais quand même rappeler que nous avons la croissance qui est plus importante que la moyenne européenne devant l'Allemagne et devant l'Italie, que nous avons recréé des emplois industriels, 100 000 emplois en 6 ans, 300 usines nettes, que nous avons... Non, mais c'est des dizaines de milliards d'euros, monsieur Adam, on ne va pas les trouver sous les sabots d'un cheval, clairement. Mais très bien, mais nous, notre stratégie, c'est de ne pas augmenter les impôts, parce que quand on dit, initialement, on veut augmenter les impôts pour les plus riches, à la fin, on sait très bien que c'est la classe moyenne qui finit par payer. On l'a vu à chaque fois que des gens ont essayé au pouvoir d'augmenter les impôts pour les plus riches. Nous, ce qu'on dit, c'est nous voulons mettre fin la fiscalité brune et des avantages fiscaux pour tout ce qui est générateur de gaz à effet de serre. C'est ce que nous allons faire dès l'année prochaine, par exemple, sur le GNR pour l'agriculture, pour le GNR pour le BTP, qui ont des exonérations de fiscalité spécifiques. On va mettre fin à ces exonérations et nous mettrons 7 milliards de coûts de plus, parce que nous allons faire des économies sur ces niches brunes, vers la transition écologique. Et nous ne souhaitons pas augmenter les impôts des Français, nous souhaitons justement bénéficier d'une croissance économique préservée pour faire en sorte de financer et de dégager les moyens financiers supplémentaires. Est-ce que ce sera assez ? On verra, Guillaume Coutet, c'est la fin de l'émission. C'est l'exemple même, en fait, l'acceptabilité. C'est l'enjeu, l'acceptabilité. Dire aujourd'hui aux agriculteurs, on retire l'avantage fiscal sans solution alternative. L'enjeu de la sobriété, c'est la sobriété choisie, pas la sobriété subie. J'ai pas envie qu'on redise aux Français qu'il faut mettre un pull. Il y a plein de Français qui aimeraient bien déjà mettre le chauffage à un niveau correct dans leur logement. Donc là, on entend bien, monsieur le député, l'orientation qui est la vôtre. Malheureusement, on aura de nouveau des gilets jaunes. Malheureusement, de nouveau, on aura un rejet de ces mesures qui sont incontournable pour assurer la survie de nos sociétés et au-delà. Si on continue comme ça, on va dans le mur. On va dans le mur. Nous avons défini les 52 leviers pendant qui on Vous ne pouvez pas dire aux agriculteurs qui n'auront plus l'exo de taxes sans avoir taxé le kérosène des avions. Taxer le kérosène des avions. La bonne nouvelle de cette émission, monsieur Adam, il y aura la trajectoire rapido, il nous reste 30 secondes. La bonne nouvelle de cette émission, monsieur Adam, je vous ai entendu annoncer que vous alliez renoncer à tous les investissements bruns. Ils ont été évalués. Progressivement, effectivement, les supprimer. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est 25 milliards d'euros par an. Et donc, vous nous annoncez qu'il n'y aura pas de nouvelles liaisons autoroutières à l'est de Rouen. C'est un investissement brun, ça, monsieur. C'est pas la fiscalité brune, monsieur Cormand. C'est financé bien que la fiscalité, ça, monsieur. Est de Rouen, excusez-moi, mais c'est d'améliorer la qualité de l'air de Rouen, c'est de développer les transports en commun dans Rouen également, parce que nous ne pouvons pas le faire sans ce contournement. C'est l'illustration de vos contradictions, monsieur Adam. Mais non, il n'y a pas de contradiction, il y a juste une clarté sur le fait que nous devons réussir cette transition, mais nous devons aussi améliorer la vie des quotidiens, la vie des Français dans leur vie quotidienne. Pas plus d'autoroutes, des autoroutes là où c'est nécessaire. Une chose est sûre, on ne veut pas que ce soit l'argent public qui finance l'intégralité de ce péage. Le coût de l'inaction sera de toute façon plus important que celui de l'action, ça c'est une certitude. Et donc on reparlera, si vous le voulez bien, ensemble au cours de l'année, de toutes ces mesures, de tous ces sujets qui sont importants du quotidien et puis à la fois universels. C'est passé très très vite pour ce numéro de Dimanche en politique ce matin. Merci à vous d'être venus. C'est la fin de cette émission.